Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va tranquille. Donc je vous donne des nouvelles. Non, je ne suis pas mort pour certains. Donc j'ai arrêté de faire des vidéos sur la détection parce que j'ai toujours mon problème lié au pointeur. Donc il ne va pas tarder à arriver, ça je vous rassure. Donc on va pouvoir recommencer les vidéos et la bonne humeur qu'on avait sur la chaîne. Ouais, rapidement, oui. Ça dépend si la poste... va me livrer mon colis. Mais c'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vous fais cette vidéo tout simplement pour vous lancer un projet que j'avais en tête, que j'ai fait sur une ancienne chaîne à moi. Alors c'est simple, c'est du compte audio. Seulement là, ce n'est pas un compte audio. C'est, comment dire, un peu comme un journal intime d'un soldat avant la guerre de 14-18. Vous allez me dire, ouais, la guerre c'est bien, mais... disons que c'est pas trop le sujet d'actualité, et moi j'aime bien les choses qui changent. Alors je vais te dire mon petit, que le livre en question c'est la vie paysanne d'une famille de paysans avant la guerre de 14-18. Donc c'est juste pour vous donner un bon regard sur le passé et pour pouvoir vous faire découvrir aussi certaines choses qui se faisaient à l'époque, maintenant qui se font plus. Et je suis tombé dessus par hasard dans une bibliothèque. Il m'a vraiment beaucoup plu ce livre, donc du coup, je me suis dit, peut-être Corentin, peut-être que tu as des abonnés qui aiment beaucoup l'histoire sur la guerre, etc. Donc, tente le coup. Ok, je tente le coup, donc je vais voir vos impressions, ce que ça donne. Donc voilà les amis, un grand merci à Ratzenfan TV de me donner du courage, comme vous d'ailleurs, mes chers abonnés. Même si vous êtes de plus en plus à décamper parce que je ne fais plus de vidéos, de me donner beaucoup de force à chaque fois dans mes projets. Ça me touche vraiment à cœur. Bravo Rats pour tes 100 abonnés. Je suis content pour toi. Moi c'est pas trop le cas. Malheureusement j'ai des ruches mais je m'en occupe. Enfin, c'est pas moi qui m'en occupe. Donc très difficile de faire des vidéos aussi de bonne qualité que les tiennes. Mais les amis, je vous propose... je vous prépare certains lieux qu'on va aller visiter prochainement dans les vidéos. Si le coronavirus se barre, non mais si le coronavirus diminue et qu'on nous laisse sortir, je peux vous faire des vidéos de super bonne qualité. Donc voilà, il y a dans le programme de la chaîne et des prochaines vidéos, il y aurait des visites à faire dans des lieux, de la détection, un peu d'urbex, il y aurait plein de trucs à faire. Et pour ça, il faut lever le déconfinement les amis. Il faut lever le confinement je veux dire. Mais bon après, c'est le gouvernement qui tient un peu les ficelles de tout le monde. Et ça, on n'y peut rien. Donc voilà les amis, je vous mets le premier épisode de cette saga. Et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire pour que je continue après. Merci beaucoup, à la prochaine. Jeudi 3 septembre 1914, Justin Descombes se retrouve sur le quai de la gare de Bergerac, comme des centaines de soldats avant lui. Dans un brouhaha infernal, les locomotives lancent des jets de vapeur semblables à des panaches blancs en ébullition, tandis que leur cheminée crache par saccades une fumée noire et âcre qui vous prend à la gorge. Des coups de sifflet intempestifs ponctuent la manœuvre des convois en formation, tandis que les wagons, dans un concert de chocs métalliques, viennent se bousculer pour créer les rames. Les employés du chemin de fer s'interpellent au milieu de tout ce vacarme, lançant un ordre bref ou en donnant des précisions à leurs supérieurs. Les exclamations des réservistes comme lui, venant de reconnaître un ami, un voisin ou même un parent, lorsqu'ils n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer lors de ces quelques jours passés en caserne. Ah, il lance la question fatidique. D'ailleurs, où est-ce qu'on t'envoie, toi ? S'ajoute à ce charivari les gémissements des épouses ou des mères qui ont du mal à se séparer de leur homme ou de leur fils, qu'elles serrent dans leurs bras. Peut-être, pour la dernière fois pour certaines, ne font qu'augmenter ce tumulte. Tout cela a de quoi vous faire tourner la tête et vous donner une sorte de vertige. Il est déjà bien loin de la ferme familiale de Pêche-au-Mont, même si 3 semaines plus tôt il y était encore. Il n'a parcouru qu'une quarantaine de kilomètres pour arriver ici. Bien que cela lui coûte de s'éloigner de sa région et de sa famille, d'une certaine manière ça le soulage de s'embarquer pour l'inconnu. Il pense à nouveau aux paroles d'encouragement, de soutien et de toute empreinte de patriotisme prononcées par le maire de Saint-Cyprien à la gare. Lors du départ du convoi spécial, c'est Genestal,
un marchand de bois de sa connaissance qui lui a apporté quand il arrivait à la caserne. Justin commençait à se sentir un peu inutile, un peu planqué dans cette garnison à ne pas faire grand-chose, loin du front où d'autres se battent et donnent leur vie. De plus, des réfugiés du nord de la France arrivent, ce qui signifie bien que l'on n'ait pas des nouvelles précises que les Allemands ont dû avancer sur le territoire français, et que notre armée a sans doute besoin de beaucoup de renforts. Bien sûr, il a participé à la mise en place de l'hôpital militaire temporaire du collège, et cela l'a occupé beaucoup. Il a d'ailleurs entendu dire que 3 autres lieux ont été prévus pour une même affectation. Le couvent du Sauveur, l'ancien établissement des frères et l'ancien séminaire, ce qui le présageait que l'état-major prévoit de nombreux blessés. Ah, il est vrai que le 19 août, le train du soir a ramené 11 soldats du 108e régiment, salement amochés du front de l'Est, suivis quelques jours plus tard par d'autres éclopés qui cependant avaient un bon moral. Certains allant même jusqu'à dire qu'ils espéraient guérir rapidement afin de reprendre le combat au plus vite. À la caserne, il a pu prendre connaissance, comme ses compagnons, de la copie de lettres de soldats du front dont l'optimiste faisait plaisir à lire et annonçant la belle avancée de notre armée. Des articles de presse annonçant le débarquement des troupes anglaises à Dunkerque et en Belgique, et ça mettait l'accent sur les difficultés rencontrées par l'armée allemande et de nombreux prisonniers se trouvaient aux mains des Français. D'autres retransmettaient les félicitations du ministre de la Guerre et faisaient état de succès dans le Luxembourg belge. La première page du journal datée du 15 août avait été placardée dans la caserne, mettant en avant la barbarie de l'ennemi et la progression indéniable des troupes alliées. On y pouvait lire « Ils achèvent les blessés, les Belges repoussent les Allemands. Nouveau succès dans les Vosges. Un régiment de dragons anéanti par une batterie française. » Ou bien encore « Vaine tentative allemande. » Le 19, on avait annoncé la prise par les Français du premier drapeau germanique, ce qui avait dû faire mal au moral de l'adversaire. Cependant, dans la dernière lettre que Justin avait reçue de Péchaumont, Nina lui a parlé de la foire de la Saint-Louis, qui avait été bien triste, presque sans bétail, avec des gens l'air soucieux dans les rues. Elle évoquait aussi les 7 tonnes d'avoine livrées au Bug par le canton de Saint-Elver à destination des chevaux de l'armée. Elle ajoutait qu'Astéride, son père, avait lu dans le journal qu'en une semaine, 14 trains à destination de Bordeaux étaient remplis de soldats blessés avaient fait halte à Périgueux, où les pauvres malheureux avaient reçu des soins de la Croix-Rouge, et elle lui avait avoué son inquiétude et lui renouvelé tout son amour en le rassurant sur la bonne santé de tous, et en particulier de leurs 2 enfants. Le courrier qu'il recevait à la ferme lui occasionnait toujours un pincement au cœur, car les événements plus ou moins catastrophiques qui s'étaient produits depuis le début de l'année avaient fait affirmer à sa mère que 1914 serait une année maudite et une année de malheur. Dès le début de janvier, des secousses sismiques s'étaient fait ressentir près de Tarbes. Une pluie de bolides avait été signalée à Auxerre, à Orléans, à Saint-Nazaire et à Saint-Brieuc. Le froid avait été rigoureux, au point que la Seine charriait encore ses glaces à la fin du mois de février. Avait-on lu dans le journal qu'à Teignac, on avait entendu hurler un loup dans la neige persistante avait poussé hors des bois, plusieurs soirs de suite, en direction du château de Campagnac? Des sangliers, animaux d'ordinaire si difficiles à ouvrir la journée, s'approchaient de plus en plus des villages, à la recherche de tubercules ou autre nourriture à se mettre sous la dent. De nombreux incendies avaient ravagé des habitations durant cet hiver. Plusieurs éruptions volcaniques avaient secoué une île au Japon et un raz-de-marée avait anéanti une ville. Des épidémies de scarlatine, de méningite et de rougeole avaient fait bien des dégâts dans les nombreuses casernes. Une crise gouvernementale s'abaissait au Parlement de l'Alsace-Lorraine, et l'empereur ne prenait pas de décision. Toutes ces catastrophes s'annonçaient et rien de bon pour le reste de l'année, avait-elle allégué, et elle avait même ajouté « En plus, on nous prévoit une éclipse de soleil pour le mois d'août ». Ce que dit dans son esprit était un signe particulier de néfaste. Mais Justin se disait qu'il ne fallait pas se laisser aller au pessimisme et sombrer dans la catastrophe que pourraient engendrer les superstitions. Il y avait des nouvelles plus rassurantes. En février, 2 aviateurs allemands venant de Mulhouse avaient atterri en catastrophe près de Lunéville. Alors on les avait aidés à remonter leur appareil et reconduits à la frontière, sans problème.
Un grand aéroplane qui pouvait traverser l'Atlantique sans escale était en construction à New York. Il s'envolerait de Terre-Neuve avec un pilote anglais et un américain pour atterrir en Irlande. Le record du monde d'altitude venait d'être battu par Phelan, qui, avec 4 autres passagers à son bord, avait atteint 2850 mètres d'altitude. Un aviateur venant de passer le Mont Blanc pour aller atterrir à Aoste. Le progrès technique avançait à grands pas, l'automobile et la bicyclette se répandaient de plus en plus en France. Il y avait lieu d'être optimiste, malgré la conjoncture économique. Par moments, à la caserne, tous ces faits lui étaient revenus à l'esprit, s'étant entrechoqués dans sa tête, et il en était arrivé même à en douter. Bien sûr, à la gare du Bug, où il avait pris le train le dimanche 9 août, pour rejoindre la caserne de Bergerac, il avait retrouvé des amis à lui. Chantal Dedrix, Passerieux de Campagnac, Fournier de Moisins et tant d'autres de petits villages environnants. Il régnait une animation inhabituelle, mais cela n'avait rien de comparable avec cette agitation. Naturellement, il y a eu des pleurs, des épouses et des sœurs, de certains sur les quais, mais le sens du devoir, de la certitude d'être dans son bon droit avait pris le dessus et lui avait fait un peu oublier leurs lamentations. De toute façon, dans l'esprit de tous, cette guerre n'allait pas durer. On allait balayer les Boches en quelques semaines. L'Alsace et la Lorraine retrouveraient bientôt leur place sur la carte de France dans l'espace que Monsieur Mercier, l'instituteur, avait entouré d'un trait si épais à l'encre de Chine, et tout le monde rentrerait à la maison avec le sentiment d'avoir accompli son devoir. Les sous-officiers qui ont conduit ces réservistes à la caserne Vauban à la gare s'affairaient maintenant à les diriger vers les wagons, et les Bergeracois devaient se séparer des membres de leur famille venus les voir sur ce quai avant leur départ. L'étreinte de la mère ou de l'épouse est difficile à quitter, pour certains, que des camarades entraînent doucement vers des portes. Justin n'avait pas voulu que Nina, sa femme, vienne jusqu'au Bug le jour de son départ, car il n'aimait pas les effusions en public, et il était très timide. Il avait estimé le plus raisonnable d'embrasser ses parents et ses enfants sur le pas de la porte de la cour de la ferme. Il avait serré sur son cœur le petit Albert, un bébé bien incapable de comprendre le drame qui se jouait, pas plus d'ailleurs que sa jeune sœur, qui commençait juste à prononcer ces quelques mots et ne cessait de répéter « Papa partir », en s'accrochant à la jambe de son pantalon. Augustine, sa mère, en pleurs après avoir embrassé longuement son fils et prodigué 1000 conseils inutiles, avait entraîné l'enfant dans la maison. Son père l'avait serré contre sa poitrine en l'encourageant, et avait pris le bébé des bras de Nina et avait disparu. Lui aussi dans l'ombre de la salle commune, il n'avait pas sans doute envie de voir son fils pleurer. Nina avait tenu à faire un bout de chemin avec lui. Dans un premier temps, il avait refusé, mais craignant une séparation encore plus douloureuse, il s'était résigné. Mais il avait fini par céder devant l'assistance de celle-ci et il lui avait promis de l'accompagner jusqu'au pré de la Peyrotte. Ils avaient marché main dans la main en silence, sans se laisser aller à des paroles très inutiles, trop absorbés par les pensées multiples qui venaient à envahir et s'entrechoquer dans leur tête. Par moments, il remontait machinalement sur son épaule gauche la musette dans laquelle Nina avait glissé un casse-croûte, un peu de linge de rechange, et il y avait suspendu une paire de broquetins, comme le demandait sur l'ordre de mobilisation qui stipulait que les soldats et réservistes étant appelés à prévoir 1 ou 2 paires de chaussures déjà portées pour qu'elles soient faites aux pieds, se rapprochant le plus possible du modèle réglementaire, c'est-à-dire un genre de broquetin à lacets. Il était même précisé que la valeur de ces souliers serait largement remboursée dès l'arrivée au corps d'armée. Il se disait... Il ferma les yeux quelques instants et pensa. Je quitte ma Nina et nos 2 enfants, au moment où ma présence serait encore plus indispensable. C'est que Mathilde n'a encore que 2 ans et demi, et le petit Albert a à peine 6 mois. Bien sûr, mes parents sont encore solides, ils adorent Nina, et ils feront tout leur possible pour l'aider. Mais il faudra nourrir tout ce petit beau monde, et la maladie a si vite fait d'arriver sans crise d'égard de vous jouer un mauvais tour. Alors, il ressessait en pensant que le retour serait pour bientôt, car il ne pouvait pas en être autrement, après tout ce qui a été dit et répété par les uns et les autres. Si l'armée faisait appel à des hommes comme lui d'une trentaine d'années, c'est parce que les appelés manquaient d'expérience et que les anciens allaient donner le coup de grâce pour faire capituler l'ennemi au plus vite. Dans son côté, Nina, qui essayait de cacher de son mieux son désarroi, pensait
Cela va être dur de ne plus avoir l'épaule robuste de Justin pour m'appuyer dans les moments difficiles, car il y allait en avoir avec ses 2 enfants si petits et ses 2 beaux-parents qui sont plus très jeunes. Elle tentait de se rassurer cependant en se rappelant les paroles de tous ces hommes qui répétaient à l'envi: la guerre ne durera pas, notre armée et son équipement ultra moderne connaîtra la victoire complète très rapidement. Nos soldats seront de retour pour fêter Noël en famille. Justin lui-même avait évoqué plusieurs fois la qualité de l'armement français qu'il avait manipulé lors de son service militaire à Besançon. De temps en temps, une question venait de la bouche de Nina. « Tu n'as pas oublié ton couteau au moins? Est-ce que t'as bien pris tous les mouchoirs que j'avais posés sur le lit? As-tu vérifié si ta montre était bien à l'heure ?» Ces quelques mots c'était plus rompre le silence qui lui pesait tant que pour avoir une réponse, car elle avait tout vérifié plusieurs fois avant de partir. Arrivé à la cabane bâtie au nord du chemin, à l'entrée du pré de la Pérotte, il savait qu'il fallait se séparer. Le soleil d'août était si chaud et 2 rapiettes, ces petits lézards gris si communs sur les oreilles, se poursuivaient insouciants sur les toits de l'Oze qui coiffaient la gariotte comme un chapeau chinois. Nina, d'ordinaire si vive, avait marché si lentement comme pour retenir le temps en essayant de faire durer le plus possible le plaisir d'être aux côtés de son mari. Mais la limite fixée était atteinte et elle devait se rendre à l'évidence qu'il fallait le quitter ici. Ce fut une longue étreinte. Les mains cailleuses du paysan coururent le dos de son épouse, qui sentit frémir sous le tissu léger de son corsage blanc. La douce chaleur de ses seins se transmirent sur la poitrine de Justin, qui se ressaisissant, prit sa femme par les épaules pour ne pas laisser aller à la tentation de lui confier tout son trouble. Il recula légèrement la tête et plongea son regard une dernière fois dans les yeux de sa femme. D'un ton qui ne se voulait presque enjouer, il lança: « Ne t'en fais pas, Nina. Ne t'inquiète pas pour les vendanges. Les voisins vous donneront un petit coup de main, comme d'habitude. Tout le monde ne part pas à la guerre, tu sais. Vous serez assez nombreux pour accomplir cet ouvrage. Et pour les labours d'automne, mon père est largement encore capable de les assurer avec nos 2 grands bœufs limousins, qui maintenant sont si bien dressés, qu'ils sont capables d'aller seuls pourvu que quelqu'un maîtrise la charrue derrière eux. Et puis, ce sera l'hiver, il n'y aura plus de gros travaux. Et de toute façon, je serai très vite de retour. Je compte sur toi pour faire grandir nos enfants en m'attendant. » Tous 2 voulaient croire à ces paroles pour se donner courage. « Fais bien attention à toi et reviens-nous vite, » articula la petite femme pendue au cou de son mari. Un dernier baiser les unit et elle se haussant sur la pointe de ses pieds vers les lèvres de Justin et lui se courbant à sa rencontre pour interrompre cet embrassement, Justin se rappela d'une inflexion d'une voix faussement badine que le train n'allait pas l'attendre et qu'il avait rendez-vous et que c'était important et qu'il ne devait filer. Nina fit un effort surhumain pour cacher son immense peine de le voir partir et pour ne pas s'accrocher à lui afin de le retenir. Debout au milieu du chemin caillouteux, elle ne quitta pas son homme des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse à la dernière courbe derrière le chêne rabougri et les genévriers. Au dernier moment, il avait jeté un ultime regard vers cette petite femme qui représentait tant pour lui et pour laquelle il éprouvait un amour sans faille. Nina avait saisi au vol l'éclair lumineux qui avait jailli de ses yeux clairs. L'image de ses moustaches surmontant un timide sourire restait gravée dans sa mémoire à jamais quoi qu'il arrive. Elle avait repris le chemin de la ferme, avec un poids énorme sur les épaules, une sorte de fatigue venant de lui tomber dessus. Elle se laissa aller et pleurait en remontant de la côte. Là, elle pouvait se soulager tant qu'elle était seule. Arrivée en vue de la ferme, elle se ressaisit car elle devait faire preuve de courage et de ne pas sombrer dans le découragement devant ses enfants, et surtout ses beaux-parents, qui comptaient sûrement beaucoup sur elle lorsqu'elle atteignit le chemin brodé de noyer qui menait à la maison. Elle aperçut Aristide qui, pour se donner une contenance, inspectait les arbres. Pour se rendre compte, dit-il à Nina, quand il la vit arriver, si les noix avaient une bonne conformation. Ni l'un ni l'autre n'eurent une parole sur le départ de Justin, alors que l'un et l'autre ne pensaient qu'à cela. Nina alla s'occuper des enfants tandis qu'Augustine s'affairait. Oh, sans grande conviction dans le foyer. L'absence du mari et du fils avait rendu l'atmosphère pesante, irréelle. Une partie de l'âme des lieux s'était retirée. Heureusement, les enfants sont trop petits pour comprendre la situation et continuaient de demander les soins habituels. Au milieu du tohu-bohu de la gare, et en une fraction
de secondes, Justin se remémorera toute leur histoire et toute leur vie.